Bonsoir à tous. C'est une assez bonne conjoncture et une bonne heure pour aborder des questions un peu pointues. On avait précisé dans le programme, on avait précisé que cela pouvait heurter un jeune public. Je suis Christina Galanopoulou, directrice de Ampalaifo.gr. Je suis ici avec Vilma Meniki, professeure de l'enseignement secondaire, documentariste, et aussi en sa qualité d'intermédiaire, de médiatrice scolaire. Et on va parler d'une question très complexe. Si on l'examinait dans un monde idéal, on se demanderait de quoi on parle. Désir, égalité, respect, les revendications de la femme en Grèce aujourd'hui. Cela peut paraître anachronique. Et certains peuvent considérer que toutes ces questions, on les a déjà résolues parce que nous vivons dans un monde civilisé. Hélas, les choses ne sont pas ainsi. Nous le voyons tous les jours, nous le vivons tous les jours. Le volet, le désir féminin est passé sous silence. Le volet de l'égalité, c'est ce dont on parle comme si on l'avait résolu, mais ce n'est pas le cas. Et la question du respect est abordée, surtout lorsqu'on parle de désir sexuel et des relations, des couples, de relations de longue durée ou plus courtes. Et on aborde cela en douceur, sous le terme de respect, parce qu'on sait qu'en dessous, de manière latente, il y a tout ce dont on parle en Grèce et qui a affaire avec la violence sexuelle. Vilma Meniki, donc, bonsoir, et j'aimerais que l'on commence par la première question, celle du désir, qui est la plus simple, qui apparaît comme la plus simple, et voir pourquoi le désir féminin, quand on parle de cinéma, de littérature, etc., pourquoi elle se désire pas sous silence. Et nous nous voyons nous-mêmes et comment nous concevons, nous souhaitons que nos conjoints, nos compagnons soient, et on le voit à travers un regard masculin. Bonsoir à tous. Tous les feux toutes les lumières sont tournées vers nous, et en tant que professeur, j'ai besoin de voir un peu. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on baisse un peu la lumière. Ça ne fait pas très longtemps que je connais Christina Galanopoulou, mais j'ai l'impression de la connaître depuis des siècles. On a une communication très, très facile, et je le remercie. Et je remercie aussi l'Institut français de cette occasion. Je voudrais vous poser une question, et celui ou celle qui veut répondre peut le faire. J'aimerais que vous réfléchissiez pendant quelques secondes. Si moi-même et Madame Galanopoulou, on vous offrait une forme, un schéma frais et estival sans genre, et vous auriez vu vers l'extérieur, et si on vous donnait une tenue d'été très belle, très fraîche, où il y aurait dessus deux mains qui vous enlacent, deux bras qui vous enlacent. Sur l'une de ces formes, il y aurait 2, 3, 5 bras qui vous enlacent, et l'autre, cette tenue, cette tunique, il y aurait un grand œil qui regarde. Et je vous laisse le temps de réfléchir et de nous dire quelle tenue vous choisiriez. Madame, le regard est peut-être
toujours critique. Donc, ce sont les bras que je choisis sans hésiter. Je m'appelle Mania. Vous choisissez donc les bras parce que le regard est critique. Et pour vous, c'est quoi les mains? C'est de la chaleur, c'est un enlacement. Quelqu'un d'autre? Christina, qu'est-ce que tu aurais choisi? Je crois que j'aurais choisi les yeux, l'œil. L'œil, Christina, c'est bien. Quelqu'un d'autre? Parce que c'est l'observation. Monsieur, je crois, qui veut parler? L'œil, OK. Malheureusement, on ne peut pas bien traduire les personnes qui ne parlent pas dans le micro. Pourquoi est-ce que vous choisiriez l'œil? Parce qu'il observe, parce qu'il voit à l'intérieur et à l'extérieur. C'est bien. Vous appelez comment? Dimitris Spiliotis. Merci, monsieur Dimitri. Quelqu'un d'autre? Vous serez ici jusqu'à 11 heures. Après, c'est le buffet. La dame en bleu. Oui. L'œil. OK. Cette question, donc, quand on aura terminé notre discussion, c'est vous-même qui allez donner la réponse à cette question. Certains d'entre vous avaient choisi l'œil et d'autres, vous avez choisi les bras. Vous savez les raisons pour lesquelles vous l'avez fait. Passons au désir. Christina, moi, je suis professeure. J'enseigne les questions de religion dans un collège. Lorsqu'on parle avec les élèves à l'école, lorsqu'on parle de désir et de l'étymologie des mots, parce que moi j'adore la langue grecque et j'aime bien chercher l'étymologie. Le désir, comme vous le savez, c'est epithymia en grec, l'étymologie. Et ça signifie thymos, thymikon, c'est la psyché, c'est l'âme, c'est une partie sur l'âme où se trouve la volonté, la pulsion, la tendance, quelque chose que je veux beaucoup. Voilà le désir. Christina Galanopoulou a demandé pourquoi le désir des femmes est passé sous silence, placé sous le tapis, camouflé derrière le regard masculin. Si le soir, quand vous rentrerez chez vous, ou demain, vous googlez femme, désir et des photos, les premières choses que vous verrez, ça sera une femme à demi nue dès que vous aurez tapé le terme de désir. Ou alors une statue nue ou bien des photos d'hétérosexuels, le plus souvent en blanc, avec des corps très beaux. Donc le désir est passé sous silence quant au genre également, parce que notre histoire est invisible et nous le verrons aussi dans le cas d'autres catégories dont on va parler tout à l'heure. J'aimerais qu'on réfléchisse une minute. Cette communauté, l'école, donc l'éducation, l'Église, l'État, Internet, désormais, des instances, des institutions dotées d'un pouvoir. Comment est-ce qu'ils promeuvent la notion de désir? Est-ce qu'on demande, est-ce qu'on veut voir le désir du côté des femmes? Est-ce qu'on veut que ce soit une image publique? En général, non. J'aimerais que vous réfléchissiez quel est le filtre que l'on utilise, Christina, lorsque l'on voit ce monde. Ce que j'ai appris à mes 56 ans, je sais, je n'en parlerai pas. Ce que j'ai appris, c'est le filtre qu'on utilise, le filtre que j'utilise
pour voir le monde. C'est-à-dire, j'utilise un filtre basé sur une notion de classe et un filtre féministe, et c'est ainsi que je conçois cette manifestation. Un filtre à partir du handicap, à travers le racisme, etc. Chacun et chacune, cela dépend donc du filtre que l'on utilise. Et dès lors que cette société est régie par certaines règles patriarcales, capitalistes, etc., je ne fais aucun jugement ici de valeur. Je dis cela implicitement. Donc, le moment qu'on est régi par de telles règles, automatiquement, ce filtre que l'on place sur notre regard s'opère à travers la concurrence, le double pôle, beau, laid, femme, homme. Les histoires des femmes donc sont passées sous silence, de même que les désirs. Quelqu'un est menacé par le désir féminin. Dites-nous si vous voyez souvent des femmes dans la sphère publique exprimer leurs désirs, ce que l'on a vu dans les revues, sur Internet, etc. C'est la femme hystérique, mégère, qui crie. On ne verra pas de femme faire une demande en mariage à un homme. C'est l'homme qui est le sujet, celui qui est le protagoniste de certaines actions publiques. Alors que la femme, elle ne devrait pas s'asseoir les jambes ouvertes dans le métro, elle ne devrait pas circuler demi-nue, elle ne devrait pas exprimer ses sentiments publiquement dans l'espace privé. Les choses changent. Expliquons un petit peu pourquoi il est mauvais qu'une femme exprime son désir. Expliquons donc pourquoi il est difficile, impossible, voire interdit pour une femme de parler de son désir. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'on a grandi, c'est ce qu'on nous a appris à partir des années de 40, qu'on le veuille ou non, les structures en Grèce à l'égard des femmes sont patriarcales et il n'y a jamais eu un autre modèle. Et si autre chose s'est opéré, c'était un peu pittoresque. Ça a été abordé avec ironie, un peu comme une anecdote. Ah, voilà les féministes. Donc, le fait qu'une femme désire en amour, c'était quelque chose de vulgaire, quelque chose de moche. Et il suffit de jeter un regard sur les réactions à l'égard de la femme de Gousgounis. Vous allez voir une sublimation, un hymne, et personne ne dit que le cinéma érotique était une forme pour aller de l'avant. Regardez en direction de l'Europe, je parle de la Grèce, mais jamais il n'y a eu un regard féminin, non pas féministe, un prisme féminin à travers lequel on pouvait regarder le cinéma érotique. Le désir féminin était donc stigmatisé comme quelque chose de vulgaire. Et cela tenait au seul rôle, à l'unique rôle qui était dévolu à la femme, à savoir celui de mère. Corrige-moi si je me trompe. Et les religions aussi, l'Église, l'État, l'armée, etc. Donc, ils jouent un rôle. Ayant donc assuré que pour les femmes, il sera toujours difficile d'exprimer qui leur plaît, qui masculin ou féminin, et il était désormais facile de passer à la question de l'égalité. Égalité en amour. Y a-t-il une égalité? L'égalité dans l'amour, vous allez me dire un petit peu aussi. L'égalité dans l'amour, je pense, depuis tout à l'heure, que toutes les images que nous recevons des médias
c'est une image déformée. Soit on va nous montrer le corps idéal, fantastique des hommes et des femmes, ou on va nous montrer du côté des femmes la laideur telle que la société la conçoit. Il y a une inégalité. Je ne vois pas facilement que les femmes nous posions nos limites et nos désirs. Qu'est-ce que j'entends par là? Cela fait 10 ans que je suis formatrice d'adultes, outre le fait d'être professeur de l'enseignement secondaire. Donc aussi bien au niveau des jeunes, des élèves et des adultes, lorsqu'on fait des jeux de rôle, etc., et des jeux de connaissances, un exercice qui me plaît beaucoup, c'est qu'on entre, on constitue 2 groupes d'une dizaine de personnes, l'un en face de l'autre, et je dis, vous les 10 de ce côté-là, allez en face et en regardant dans les yeux l'autre, le garçon ou la fille, vous dites, je veux quoi? Je veux un café, je veux me reposer. Les jeunes filles, le plus souvent, ne peuvent pas délimiter, définir le « je veux ». Et lorsqu'on procède après à un feedback, elles nous disent qu'elles ont une difficulté d'avoir un contact visuel et de définir leur volonté, d'exprimer leur volonté. Cela, donc, a ses racines dans la société patriarcale. Dans quel sens? On a appris aux hommes et aux femmes, parce que la société patriarcale est toxique aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Cela nous concerne toutes et tous. Cela ne concerne pas seulement les femmes. Cela ne fait pas de mal uniquement aux femmes. Cela fait surtout du mal aux femmes, tout d'abord, mais aussi aux autres. C'est pour ça, dans notre mouvement, il y a beaucoup d'hommes et j'en suis très heureuse. Je pense que depuis longtemps, on a compris. Ne parlons pas de patriarcat parce que peut-être le mot peut gêner certains, mais ce qu'on appelle virilité toxique et la façon dont cela se manifeste auprès des couches sociales, cela fait du mal aux garçons. La virilité toxique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tue tous les sentiments dans les âmes des garçons et qu'est-ce qu'elle laisse derrière? Seulement de la violence, un seul sentiment, la colère. Et lorsque celui-ci ne s'extériorise pas, et comme ce que nous avons vécu au Texas il y a quelques jours, et ce n'est pas l'unique cas, ni le premier ni le dernier, le plus souvent, donc cela s'extériorise et c'est à ce moment-là qu'on a et ça tue l'homme et on a des suicides. Je voulais en parler avec toi. On a un motif récurrent chez une femme qui désire. Elle désire en attendant. On est toujours dans une attente. On ne téléphone pas, on ne fait pas le premier geste pour téléphoner. Je pense peut-être cela, c'est mais on attend toujours que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. C'est ce qu'on nous a appris, c'est ce qui est considéré comme correct. Et le pire, parce que l'homme est un chasseur. Et je crois que c'est cela qui a tué toutes les choses depuis les années 50 et par la suite, parce que l'homme est un chasseur et donc il va nous chasser, nous aussi. Est-ce que tu t'es senti pourchassé? Oui, par d'autres choses. Le modèle était donc erroné et c'est ce qu'on essaye de réexaminer pendant les 50 dernières années. En ayant donc clarifié que le modèle change progressivement et que nous commençons à resituer et délimiter nos volontés, et on passe maintenant à la question du respect. Et le respect comporte en lui le désir érotique, le désir sexuel. J'ai lu une enquête de l'Organisation mondiale de la santé selon lequel une grande partie des gens ne jouissent pas du contact sexuel. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la jouissance dans le contact sexuel. Ils ne passent pas du bon temps parce qu'ils n'avaient jamais conscience de leur corps et
l'OMS dit que désormais, une vie sexuelle saine fait partie intégrante de la qualité de vie que nous avons. Et plus de 60% des personnes de par le monde, et le plus souvent des femmes, ne passe pas un bon moment. Peu après, il y a eu une série sur Netflix, une série d'émissions très importantes, rien de vulgaire, rien qui... C'était The Principles of Pleasure, les principes du plaisir de Talia Mavros, qui a donc abordé, et je viens vers toi, Vilma, quelque chose de très sérieux, c'est-à-dire le consentement, ce qu'on appelle le consentement, et qui n'est nullement donné. Et il s'est avéré qu'un grand pourcentage de femmes, peut-être plus de 80%, ne savaient pas quand est-ce qu'elles supportaient seulement, ou bien quand est-ce qu'elle passait un bon moment en ayant des relations sexuelles. Et dans le site où je travaille, il y a une rubrique de ce type. Il y a des questions de ce genre. Je ne sais pas si c'est du viol. Je ne peux pas comprendre si je le voulais ou pas. Et ici interfère la question du respect, qui est clairement une question de consentement. Pourquoi en 2022 on parle de consentement? Pourquoi il est si difficile de délimiter où vraiment une femme, à quel moment une femme veut vraiment et à quel moment elle cesse de vouloir? Nous voyons les incidents de viol, de maltraitance sexuelle, de harcèlement sexuel. On a l'impression toujours qu'il y a une limite qu'il manque. Pourquoi est-ce que cette limite manque? Le consentement, ce n'est pas quelque chose qui peut être assuré de façon, exprimé de façon officielle. On n'a pas besoin d'aller chez un notaire. C'est juste une question. Tu veux? Et qu'est-ce qui ne marche pas bien là? Qu'est-ce qui cloche là à travers tes discussions avec les élèves, les filles, qui sont les premiers pas dans cette vie? Qu'est-ce que tu comprends? Pourquoi est-ce qu'on ne pose pas la question? On ne pose plus la question. Avant-hier, une de mes élèves en troisième année de collège m'a dit « Madame Vilma, est-ce que je peux vous parler ?» Je lui ai dit « Quand tu veux », je lui donne mon mail. Je donne mon mail, mon portable à tous les élèves chaque année. Sa question était de comment elle irait se baigner à la mer. Donc, une jeune fille très jolie, avec un beau corps, et toute une discussion commence sur la façon dont elle va s'habiller pour aller se baigner, etc. Parce que cette tunique, un peu, elle la porte sur elle et elle s'est collée à sa peau. On n'a pas appris à aimer notre corps. Il y a quelques jours, je parlais avec Christina, tu t'en souviens, parce qu'on a dit avec Christina, on a grandi sous les mêmes platanes, sous les mêmes noyers, et on s'est rencontrés il y a quelques mois en discutant de toutes ces questions. Qu'est-ce que cela signifie, aimer son corps? Comment le soigner? Les femmes, nous le soignons en mettant pas mal de produits chimiques dessus, et le cancer explose, et la science s'intéresse davantage à la santé des hommes et après à la santé des femmes. Pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions, il y a une tendance à prendre des médicaments et à faire des interventions. C'est surtout le cas des femmes, c'est le corps féminin qui souffre. L'avortement, j'ai noté tout ça.
Par conséquent, les cosmétiques, les colorations pour les cheveux, quel est le filtre donc, que l'on utilise pour faire plaire à qui? Est-ce que c'est une optique masculine? Qui cela dessert? Donc, le respect de la femme, ça n'existe pas tellement parce qu'on n'aime pas, on ne nous a pas appris à aimer notre corps. En googlant ces jours-ci et dans la perspective de cette rencontre, je consultais donc un site parce que je veux qu'il y ait des preuves, Economipédia. Lorsque j'ai googlé le terme de plaisir, de désir, il y avait juste 2 exemples qui concernaient les hommes. On nous disait que l'étymologie du désir était telle ou telle, et lorsqu'un homme désire voyager, il fera n'importe quoi. Et un autre exemple qui avait présenté une photo d'une petite fille sous le terme de désir. Elle gonflait un ballon. On ne parlait pas de désir et de femme, mais les exemples concernaient l'homme, les voyages et les voitures. Lorsqu'un homme désire acheter une voiture puissante et sûre, il fera tout le possible. D'autres sites sur lesquels le site Science, où je lisais qui présentait la statue de Minu, il n'y a pas d'égalité dans tous les secteurs dont on a parlé, la santé, etc. Dans le handicap, j'ouvre une parenthèse ici. Dans le deuxième documentaire, les 6 femmes qui participent, c'est l'une de ces femmes est Madame Johanna Gertzu, l'unique psychologue à l'hôpital des enfants et qui travaille auprès des enfants autistes, et elle est aveugle. Elle a une lésion au niveau de la vision. Johanna Gertzu a créé en Grèce la première école de chiens guides pour les personnes qui ont des problèmes de vue ou qui ont une lésion au niveau de la vue. Avec Johanna Gertzu et d'autres femmes handicapées, on parle du désir sexuel. Et elles me disent, Vilma, comment penses-tu qu'une femme handicapée, autrefois j'avais pas mal de rencontres sexuelles, maintenant je vais dans un bar et j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais dès qu'ils me voient sur une chaise roulante, ils s'en vont, ils s'éloignent. La personne dont je parle est hétérosexuelle, donc dès qu'on me voit sur une chaise roulante, les hommes s'éloignent. Et elle me disait, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas m'offrir un compagnon sur paiement et qui vienne chez moi à satisfaire mes désirs sexuels. Alors les hommes techniciens sont partis, donc tout va bien, la discussion évolue bien. Et on parlait donc de la sexualité, du désir sexuel. Elle avait honte de m'en parler. Moi, non, j'ai pas été choquée. Je lui ai dit, bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais c'était étrange pour moi. Je n'étais pas familiarisée à cela. On commence donc à parler de questions qui sont réglées pour les hommes, et tant mieux, mais il faudrait que nous aussi, on puisse être aidés par les différentes instances, les institutions, etc. On désire le respect. Ce sont des maillons qui engendrent et qui reproduisent la violence sexuelle. Et je suis absolue sur ce point. Les féminicides sont le résultat de lorsqu'une femme dit non, je ne veux pas, ça veut dire non. Et il ne faudrait pas que l'autre transforme le non en oui.
Le non, ça signifie non. Très souvent, dans les couples hétérosexuels, et ça veut dire non pendant toute la durée du processus. Et à tout moment de la rencontre, on décide de dire non, et c'est non. Et je crois que c'est ça qui est le plus difficile, le moins précis. Mais je t'ai interrompu. Je voulais souligner cela. Parce qu'on on peut nous dire, tu m'as pas dit ça au début. Je te l'ai dit au début. Je te l'ai dit en cours. À quelques moments qu'on le dise, non signifie non. Christina, redis-moi un petit peu. Ah oui, on parlait du non et on parlait du oui. J'ai noté ici que souvent, en parlant du corps, le corps féminin, le corps masculin, j'aimais bien, oui, oui. Alors, je lisais un livre très intéressant intitulé Le corps. L'auteur s'appelle Rigopoulou, je crois, un livre magnifique. Elle commençait en disant « Je n'ai pas de corps, je suis corps, je suis un corps ». Ce double pôle fonctionne très souvent de façon stéréotypée. Je suis un corps, j'aime mon corps et deux paramètres s'inscrivent ici. Comment je me comporte envers mon corps et comment mon corps fonctionne avec les autres. Le corps n'est pas quelque chose d'extérieur à moi et moi non plus, je ne suis pas quelque chose d'extérieur à mon corps. Et pourquoi je dis cela? L'industrie pornographique, l'industrie du sexe, etc., fait passer à la femme le corps, quel beau corps, etc. En 2001, on a écrit un livre intitulé La chute des genres. Et chère Christina, à l'occasion de ce livre, j'avais mené une enquête avec une collègue concernant certains mots. On avait commencé par 5-10 mots et finalement, il y en a eu beaucoup. Le mot... Τώρα τελευταία μας λένε και σεβασμός λίγο. Le mot orchis, testicule, et Aristophane l'avait relié au terme archo, qui veut dire j'ai un pouvoir, je domine. Le mot pandrevo, mais je me marie, ça veut dire je passe sous un homme. Le mot pénétration, Δηλαδή ότι και για να μην πούμε όλα τα άλλα, έτσι, υιοθετώ, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε το υιοθετώ και τα άλλα. Donc, dans la rencontre sexuelle, toute la terminologie, tout le langage est plein reflète le sexisme. Et je voudrais, moi aussi, dire quelque chose. Il y a 4-5 ans, je crois, il y avait toute une étude qui avait été réalisée sur le corps féminin et qui disait que toute partie, tout morceau du corps féminin avait été étudié par des hommes. Les premiers spécialistes de l'anatomie qui avaient étudié les organes sexuels féminins. Tout le glossaire jusqu'à nos jours et l'examen utilisé par les gynécologues date de cette époque-là. Et en Suède, une école suédoise dit qu'il faut réécrire, cela peut paraître extrême, mais cela ne l'est pas, nous devons réécrire le langage avec lequel nous parlons du corps féminin, nous nous adressons au corps féminin parce que c'est un langage essentiellement masculin. Et on demande, mais est-ce que ça vous gêne tellement? Ce n'est pas une question de gêner, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, les mots ont un pouvoir. Ils délimitent, ils nous apprennent, ils nous
éduquent, ils nous apprennent à faire des choses, à nous aimer nous-mêmes. Si, pendant toutes ces années, on se basait sur des mots qui sont par excellence masculins, oui, je pense que cela pose problème. Cela nous pose, nous donne à nous aussi un mode masculin de voir notre corps, de voir les autres. Deuxième remarque que je fais à l'école et aussi dans mon master, plusieurs élèves, des filles, demandent qu'est-ce que c'est le clitoris. Qu'est-ce que c'est le clitoris? Troisième année de collège actuellement, parce que à l'époque où moi j'étais en troisième année de collège, bon, les choses étaient différentes. Une question que je pose, et je l'ai aussi auprès des adultes aussi, j'ai entendu dire ça, des lesbiennes. Et alors, comment est-ce qu'elles font l'amour? On pose cette question à l'école, alors que l'amour homosexuel des hommes est plus visible, lui aussi. Attends, une seconde. Plus visible parce qu'ils ont lutté pour cette visibilité. Ils ont fait des efforts et les femmes ne l'ont pas encore fait pour être correctes. Peut-être que cette occasion n'a pas été donnée aux femmes. Un petit exemple. Vous vous rappelez, il y avait un baiser gay de Papakaliatis. On a dépassé ça. On a réussi à effacer un peu ces temps de réactions homophobes. Et je pense que pour des créatrices lesbiennes, le moment est venu d'avancer dans les mêmes pas. Mais même ce volet des femmes du mouvement est recouvert de honte et passé sous silence. Et j'aimerais que l'on voit un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, là, sur la tunique avec les bras et l'œil. Et monsieur qui t'a parlé de remarques, d'introspection, c'est quelqu'un qui a fait un excellent travail pendant toutes ces années et on l'a vu dans une publicité de Pantene et c'est Dimitri Spiliotis. Dimitri, merci d'être ici avec nous. Placer certains paramètres pour les femmes, des corps, désir, respect, l'âge et comment les femmes d'âge, les femmes plus âgées, comment elles jouissent du sexe, la question du handicap, les kilos, la santé, les maladies sexuellement transmissibles, comment la médecine appréhende le corps et la maladie, le cancer, et sans qu'on soit du tout fautive. On cesse de se culpabiliser, c'est fini, stop, ce n'est pas ma faute. La sexualité, l'anorexie qui touche beaucoup les filles, les centres d'amincissement qui sont très lucratifs, les antidépresseurs, la psychothérapie qui est un processus très douloureux. J'en ai fait, je suis très heureuse de l'avoir fait, mais c'est un processus douloureux, éprouvant et coûteux. L'avortement, la contraception, etc. En terminant, j'aimerais dire, pour moi, en tant que Vilmas, le respect, ça ne signifie pas que j'accepte simplement faites ce que vous voulez, mais faites-le chez vous, faites-le de façon privée, ou bien tu es une femme, tu as les mêmes droits et je ne peux pas faire quelque chose d'autre. Par respect, ça ne veut pas dire que j'accepte quelque chose que je ne peux pas changer. Ça veut dire que moi aussi, je m'efforce de créer les mêmes occasions d'évolution pour tous les genres, pour tous les âges, pour toutes les sexualités, pour toutes les couleurs.
On arrête donc concernant la culpabilité. On ne parle pas des personnes de couleur, les noirs, etc. J'ai une très bonne amie, Loretta McCauley, celle qui a initié l'association des femmes d'Afrique. On ne les culpabilise pas. Tous ceux qui ont accepté les Juifs, est-ce qu'on les culpabilise? Non. Donc, il ne faut pas que les femmes acceptent cette culpabilisation. Nous avons une lourde responsabilité, mais ce rôle, on nous l'a fait porter, un peu comme la tunique dont je vous parlais. Cette tunique, donc, au début, avec l'œil et avec les bras. Plusieurs femmes choisissent donc la tenue, la tunique avec les bras. C'est une sensation de soin. Donc, je m'occupe des autres, je prends soin des autres. C'est un rôle qui nous a été conféré. Et beaucoup d'hommes, parmi les garçons adolescents, ils choisissent l'œil. C'est cette extériorisation de ce qu'on ressent. Et pas tellement cet œil intérieur dont tu as parlé, Dimitri, mais l'œil extérieur, l'apparence que j'ai, comment on me juge, comment on me voit. Les femmes, on a un côté un peu plus intériorisé, et les hommes aussi, éventuellement, la féminité et la virilité sont dans le même sens, mais il faudrait ne pas porter les rôles qu'on nous confère de manière un peu automatique. Je pourrais parler pendant des heures en tant que prof. Christina, merci beaucoup. Et juste un petit astérisque, c'est une époque où on peut réexaminer et explorer de nouveau les choses. Surtout, tout ce qui touche aux féminités, c'est le moment approprié pour lire de nouveau ce qu'on nous a présenté comme données, comme établi, des réactions qui ne sont pas les nôtres, mais c'est ce qu'on a reçu de notre mère, de notre grand-mère. Et c'est le moment donc opportun de réexaminer tous ces comportements, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on pourra expliquer une partie de la violence sexuelle qui, surtout ces dernières années, est en pleine explosion, et de l'égalité qui est toujours en retard. Les écarts au niveau des salaires, ça va durer encore longtemps. Et pourquoi nos relations ne sont pas celles que l'on veut, celles qu'on attend, celles qu'on croit, mais en fait, c'est celles que nous a montrées au cinéma, en littérature, à la télévision, et à travers le regard masculin. Si on laisse ça un petit peu à l'extérieur de notre vie, on verra peut-être les choses autrement et on parviendra à les revendiquer. Je vous remercie beaucoup.